Une question de Benjamin. Où en est le recours aux législatives de 2024 ? Ah, ça, c'est une très bonne question. Enfin, c'est pratiquement toujours des bonnes questions. Alors, je ne sais pas si vous les sélectionnez, je suppose que oui. Oui. Il y en a qui sont plus folklore. Il y en a des plus ou moins intéressants. Oui, vous me prenez les plus intéressants. En tout cas, ça, c'est une très bonne question parce que, justement, il y a du nouveau qui précède de quelques heures le communiqué de presse que je vais diffuser demain, que nous avons préparé. C'est que la demande que j'avais, le dépôt d'annulation de l'élection dans la 11e circonscription des Français de l'étranger, a été rejetée par le Conseil constitutionnel. Voilà. Or, dans le communiqué de presse que nous allons diffuser demain, qui n'est pas à peu près prêt, il y avait encore quelques points-virgules à peaufiner, mais je vais l'accompagner également d'une vidéo que je vais enregistrer demain. On ne va pas laisser l'affaire à ce stade. Voilà. C'est-à-dire que j'annonce dans mon communiqué de presse de demain que nous allons porter tout ceci devant la Cour européenne des droits de l'homme. Alors je dis bien Cour européenne des droits de l'homme. Je précise que ça n'a pas de rapport avec la construction européenne, puisque la Cour de Luxembourg, c'est la Cour de justice de l'Union européenne, la CJUE. La Cour européenne des droits de l'homme, elle siège à La Haye. C'est une cour européenne qui est au niveau européen. Il y a des pays comme, je sais pas si elle y est toujours, mais il y avait la Russie qui en faisait partie. Enfin, il y a des pays d'Europe comme la Norvège ou l'Islande, par exemple, qui sont à la Cour, ou la Suisse, qui sont à la Cour européenne des droits de l'homme et qui ne sont pas dans les institutions de l'Union européenne. Et nous allons nous porter là pour essayer d'avoir une censure de la décision du gouvernement, enfin des institutions françaises, puisque nous nous sommes portés devant l'instance suprême qui est le Conseil constitutionnel, et on va voir si la Cour européenne des droits de l'homme, comme elle l'a déjà fait, peut sanctionner cette décision. Alors, de quoi s'agit-il ? Il s'agit donc d'élections qui ont eu lieu. Je me présentais dans la 11e circonscription des Français de l'étranger. Et il y a quand même des choses qui sont absolument extraordinaires que je vais expliquer dans une vidéo donc dont je vais tourner demain, qu'on va diffuser dans les prochains jours. Cette vidéo qu'on va d'ailleurs essayer de faire traduire dans toutes les langues de l'Europe pour que le maximum de pays soient au conscient de ce qui se passe en France. Pour simplifier, je peux dire d'ores et déjà que dans les circonscriptions des Français de l'étranger, qui n'existaient pas avant Sarkozy d'ailleurs, c'est une novation imité des États-Unis d'Amérique. Voilà. Parce que certains peuvent estimer que des Français expatriés qui ont fait le choix de vivre à l'étranger ont moins leur mot à dire que des Français qui payent leurs impôts en France, ce qui n'est pas le cas d'un certain nombre, de la plupart des Français expatriés d'ailleurs. Et donc, à partir de ce moment, ils n'ont plus le droit de dire. Ce sont deux philosophies. En tout cas, par imitation des États-Unis, la France a créé des circonscriptions de Français à l'étranger. Et dans ces circonscriptions-là, et uniquement dans celle-là, il a été décidé qu'il y aurait la possibilité de faire des votes par Internet. C'est-à-dire que vous avez deux modalités de vote dans ces circonscriptions. Soit vous allez voter dans une urne avec un isoloir, vous avez des bulletins et vous mettez ça dans l'urne, comme c'est chez nous. Soit vous votez par Internet en vous étant inscrit auparavant. Et là, on vous donne un numéro de code pour assurer la confidentialité, paraît-il, pour assurer la vérification de l'identité du votant, paraît-il. Les opérations de vote dans les urnes ont lieu, comme c'est à l'étranger, soit dans les ambassades, soit dans les consulats, soit dans un certain nombre de points de vote, comme par exemple des bureaux de l'Alliance française, vous savez, qui dispensent des cours de français. J'espère que je suis clair. Cette modalité de vote par Internet n'existe pas en France métropolitaine ni dans les dom-toms. On a eu jadis le vote par correspondance, mais qui a été supprimé tellement il favorisait les fraudes. Et on a en France le vote par des machines à voter électroniques, mais dont le nombre a été gelé parce que la population... Et je rappelle que dans notre programme, il y a l'interdiction des machines à voter, parce que nous avons besoin d'avoir la certitude que les votes sont transparents. Alors là où il y a un problème dans la 11e circonscription des Français de l'étranger, comme d'ailleurs dans les 10 autres, puisqu'il y a 11 circonscriptions au total, c'est que vous avez le résultat dans les urnes, qui est publié
le dimanche soir du premier tour et le dimanche soir du deuxième tour. Et vous avez par ailleurs le résultat du vote par Internet qui, pour une raison très extravagante, est publié après le résultat dans les urnes. D'autant plus extravagante d'ailleurs que le vote par Internet commence alors que la campagne n'est pas terminée et s'achève le jeudi, je crois, le jeudi matin, pour des résultats du dimanche. C'est-à-dire que pendant jeudi après-midi, vendredi, samedi et toute la journée du dimanche, il y a des résultats qui sont quelque part dans un ordinateur et que personne ne connaît. C'est une modalité quand même très extravagante. C'est d'autant plus extravagant que par ailleurs, tout, du début à la fin, est géré par le ministère des Affaires étrangères. Et que personne ne peut aller voir ce qui s'y passe. Et c'est encore plus extravagant lorsque l'on voit les résultats qui ont eu lieu dans les 11 circonscriptions. C'est-à-dire que dans les 11 circonscriptions, les résultats dans les urnes ont confirmé l'évolution nationale, c'est-à-dire un effondrement de la Macronie. Et dans les 11 circonscriptions, le résultat par Internet était très différent et a tout le temps favorisé une augmentation considérable des candidats macronistes. C'est quand même... statistiquement, c'est invraisemblable. C'est absolument invraisemblable. Et pour ce qui me concerne, par exemple, dans la 11e circonscription, le résultat dans les urnes était... J'ai fait 4,4%, mais par Internet, je n'ai plus fait que 2%. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas un détail. C'est-à-dire le vote par Internet a représenté, selon les circonscriptions, entre 50 et 70% du nombre de votes total. Donc ça façonne le scrutin. Alors je ne vais pas entrer dans trop de détails ici, parce que tout ceci, je vous l'expliquerai dans une vidéo à paraître. Je vais également diffuser les documents qu'on avait envoyés au Conseil constitutionnel, parce qu'il y a énormément de choses extravagantes dans cette affaire. Il faut savoir que le Conseil constitutionnel a fait ce que les anglo-saxons appellent de façon assez imagée du cherry picking, c'est-à-dire ils ont prélevé les cerises. C'est-à-dire que le Conseil constitutionnel, on a évoqué, j'étais pas tout seul, il y a aussi les équipes de l'UPR qui m'ont aidé dans ce sens. Le Conseil constitutionnel, il y avait toute une série d'arguments très précis et très factuels qu'on mettait sous les yeux du Conseil constitutionnel. Ils n'ont pas répondu. Ils n'ont répondu qu'à certains éléments, pas à tous. C'est incroyable. Par exemple, un élément tout à fait central, c'est que l'idée selon laquelle il pourrait y avoir un système de fraude géant au sein... Enfin, géant, il n'y a pas besoin que ça soit géant, il suffit qu'il y ait quelques personnes qui soient au courant au sein même du ministère des Affaires étrangères et jugées, circuler, il n'y a rien à voir. Non, il n'y a pas de fraude. Pourquoi ? Parce qu'il ne peut pas y en avoir. Alors moi, j'ai demandé à être auditionné par le Conseil constitutionnel comme j'en avais le droit, d'après le Conseil constitutionnel et sa jurisprudence elle-même. Ça m'a été refusé, ils n'ont pas voulu m'auditionner, et j'avais demandé qu'une enquête soit diligentée avec des experts informaticiens. Parce que les experts informaticiens savent que ce vote par Internet est très facile à bidouiller. Ça m'a été refusé aussi. Et puis ça n'est pas tout, puisque le principe du vote en France, c'est inscrit dans la Constitution, il doit être anonyme et secret. Comment peut-on assurer l'anonymat d'un vote par Internet ? Alors il vous explique que oui, mais il donne un numéro de code ici et ça. On est d'accord, mais enfin on sait qui a voté quoi quand même. Et on n'est pas sûr, personne ne peut vous assurer que la personne qui vote chez elle, c'est bien le bon électeur. On peut très bien imaginer des quantités de choses, par exemple, je sais pas moi, des enfants qui trouveraient le numéro de code resté sur une armoire de leurs parents, et puis qui se disent tiens, je vais voter à leur place. Enfin, tout est possible, tout est envisageable. Personne ne peut vous dire que ça ne peut pas arriver. La fraude est consubstantielle. Il y a également un autre système, c'est que le principe même du vote, c'est de passer dans un isoloir pour que ce soit secret, pour échapper aux pressions de l'entourage. C'est tellement vrai ce que je dis que le Conseil constitutionnel lui-même
a toute une jurisprudence sur le sujet et a cassé des élections, par exemple législatives, parce que dans tel ou tel bureau de vote, il n'y avait pas d'isoloir. Ou parce que l'on avait vu souvent des personnes qui étaient entrées à plusieurs dans un isoloir. Par exemple, vous savez, des petits-enfants qui vont avec papy et mamie, et puis non, faut voter pour ça, etc., qui se disputent dans l'isoloir. C'est totalement inconstitutionnel. C'est pour ça que les gens doivent voter individuellement dans un isoloir, personne de la famille avec. Qui peut assurer que c'est bien le cas chez les particuliers? Nul ne le sait. Donc j'avais fait valoir, c'était une QPC, une question préalable de constitutionnalité, que le principe même du vote par Internet est contraire à la Constitution parce qu'il ne peut en aucun cas garantir que l'on est sûr que c'est le bon votant et qu'il n'est pas influencé par son entourage. Reconnaissez que c'est un argument quand même très fort, d'autant plus fort que le Conseil constitutionnel a déjà invalidé des scrutins là-dessus. Le Conseil constitutionnel n'a pas répondu à cette objection. Enfin, etc., etc., etc. Je vous laisse découvrir ce dossier. Voilà. Alors là où c'est d'autant plus grave, c'est que M. Jean-Noël Barrot, qui est actuellement à la tête du ministère des Affaires étrangères, lorsqu'il était député il y a un an et demi, avait déposé une proposition de loi pour étendre ce système de vote par Internet à toutes les élections en France métropolitaine. C'est-à-dire que la décision qu'a prise le Conseil constitutionnel est d'une très grande gravité jurisprudentielle, puisqu'à partir du moment où le Conseil constitutionnel trouve qu'il est tout à fait normal que le vote par Internet puisse représenter 50, 60, 70% des suffrages, entièrement du début à la fin dans la main d'un ministère, où on n'a pas le droit d'envoyer des enquêteurs tiers, des enquêteurs individuels, où les résultats des scrutins sont gardés sous le coude pendant 3 jours et demi et publiés après les autres, et où l'expérience montre que les résultats sont extravagants parce qu'ils contredisent toutes les évolutions qu'on a notées, le Conseil constitutionnel a validé ça. Ça veut dire que maintenant, ça va être à cœur joie. On peut très bien imaginer qu'il y ait des députés macronistes qui proposent que ce système par Internet, au nom de la modernité, on nous fera le coup, c'est beaucoup plus moderne, on est super à l'avance, qu'on promeuve le vote par Internet en France, qui serait géré du début à la fin par la place Beauvau, et personne ne pourrait aller mettre son nez pour voir ce qui s'y passerait. Et puis il y aurait des élections, et puis on verrait que, par exemple, dans les urnes, les candidats macronistes font 10%, et par Internet, ils font 70%. Voilà. Et tout le monde trouverait ça, enfin pas tout le monde, mais le Conseil constitutionnel n'y trouverait rien à redire. Voilà. Alors, je vous renvoie à ce communiqué de presse qu'on va diffuser demain. On va saisir la Cour européenne des droits de l'homme. Il y a des gens qui vont dire « Ah, il s'adresse à la Cour européenne des droits de l'homme ». J'ai déjà précisé tout à l'heure que ça n'est pas la même chose que la CJUE, ça n'est pas une institution de l'Union européenne. Et de toute façon, j'ai dit qu'il est normal d'utiliser les armes de nos adversaires contre eux-mêmes. Dans la mesure où la CEDH existe, même si elle est infiltrée par Soros et compagnie, on va utiliser ça. Voilà. Et puis on va voir ce qui va se passer. Parce que c'est quand même quelque chose d'extraordinairement grave. C'est que ce qui est derrière, c'est la fiabilité, tout simplement, de la démocratie, des élections. C'est le dernier cercueil si on a ce genre de système. Je trouve d'ailleurs assez curieux, assez drôle que lorsque de temps en temps, sur mon compte Twitter, je fais des sondages en ligne, il y a des gens qui disent « Oui, mais c'est un biais de confirmation, on ne peut pas savoir qui est-ce qui vote et ci et ça ». Très bien, mais les mêmes vont trouver formidable, effectivement, qu'on fasse du vote par Internet. Je rigole, mais ce n'est pas du tout drôle. Je vous renvoie à notre communiqué qu'on publiera demain sur Twitter, sur notre site Internet. On va évidemment l'envoyer à l'AFP. Il y a une très forte probabilité que ça ne soit repris par personne, alors que ce n'est quand même pas rien de saisir la CEDH. Et puis je vais faire une vidéo pour expliquer dans le menu d'état, parce que vous découvrirez, il y a des choses incroyables, vous découvrirez ça dans les prochains jours.